Extraterrien, c'est le podcast de référence sur le sport. Barthélémy, qui en est le fondateur, a reçu et interviewé les meilleurs athlètes de différentes catégories. On parle de Florent Manodou, de Cédric Doumbé ou encore de François Trinduc, pour n'en citer que quelques-uns. Il est venu nous raconter l'histoire derrière cette aventure. Moi j'étais connu un peu pour être le podcast où les athlètes viennent un peu se confier, racontent des anecdotes qu'ils n'ont pas racontées ailleurs. Et du coup certains m'ont été un peu surpris. Se dire ah c'est filmé, je savais pas, ok. Comment il a réussi à percer sur un format aussi difficile que le podcast, mais également sur LinkedIn, sur Instagram et désormais sur YouTube, qu'il considère comme sa priorité. La strat pour YouTube, elle est très claire. C'est de vraiment considérer YouTube comme plateforme principale, même avant le podcast, et donc d'imaginer l'émission, de la rendre de plus en plus visuelle. On a beaucoup parlé de la vision assez intéressante qu'a Barthélémy, qui voit Extraterrien comme un véritable média sur le sport à part entière. J'ai beaucoup plus envie de développer un média que rester simple créateur de contenu, avec tout le respect que j'ai pour les créatrices et les créateurs, hein. Mais moi j'aime bien les projets d'équipe. L'année dernière, il a réalisé plus de 150 000 € de chiffre d'affaires rien que sur le sponsoring. Alors évidemment, je lui ai demandé des conseils pour en faire de même et je suis sûr que ça vous sera utile. Bon épisode à vous. Salut Barthélémy, comment vas-tu ? Salut Maxence, ça va super et toi ? Écoute, ça va super parce que je suis très content de te recevoir. Merci d'être là. On a avec nous Barthélémy qui est un expert de l'exercice du podcast. Donc là, la pression est sur mes épaules, mais je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Écoute, je suis expert pour poser les questions et de ton côté, je suis beaucoup moins expert pour essayer de répondre, mais je vais me plier au jeu, hein, ça va être sympa. Trop bien. Bon, bah, cette fois-ci, c'est moi qui vais te passer sur le grill. Et je suis très content parce qu'en plus de ton activité de podcasteur, tu as aussi une activité dans la formation où tu bosses avec d'autres podcasteurs pour les aider à se lancer. Donc, je pense que je vais essayer de te poser pas mal de questions parce que le concept de ce podcast, c'est de parler de création de contenu. Il y a beaucoup de créateurs qui nous écoutent ou de gens qui aimeraient bien se lancer. Donc, le but, c'est qu'ils repartent de cet échange avec quelques infos croustillantes pour les aider dans cette aventure. Promis, je vais tout donner. Trop bien. Écoute, ce que je te propose pour commencer, c'est de te laisser te présenter et nous raconter qui tu es. Barthélémy Fent, 33 ans, bientôt 34, toutes mes dents, 2 enfants, 2 petits garçons. Je m'estime généreux, ambitieux et beaucoup d'énergie. Voilà, c'est un peu les 3 mots qui me définissent. Je suis passionné par la création de contenu depuis un peu plus de 10 ans. J'ai commencé avec un blog qui s'appelait mesabdominaux.com. Ah ouais, je savais même pas. Okay. Voilà, avec le mot-clé SEO qui marchait bien. Donc moi, je viens surtout aussi du monde du SEO. J'ai beaucoup écrit, beaucoup d'articles. D'accord. Et j'ai monté plusieurs sites de niche avec mon associé Léo. On a été j'aimais bien qu'on s'appelle un peu les plombiers du web. Parce qu'on a tout testé, vente de e-book, affiliation... emailing, vente de formation et tout, et c'est un peu comme ça que j'ai fait mes armes sur des business pas toujours très valorisés, tu vois. On a fait un peu, tu vois, du complément minceur, de l'aphrodisiaque, tu vois. J'ai fait ce genre de choses. Ok. T'as touché à tout, univers du web, vendre des trucs, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'était le but, de faire un peu les armes. Et puis après j'ai monté plusieurs boîtes, et depuis 5 ans, si tu veux... j'ai eu une espèce de crise de pré-trentaine, tu vois, de me dire que j'avais envie de renouer un peu avec ce que j'avais de moi, en tout cas de mon enfance. Et quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être champion de tennis. J'avais pas du tout le revers de Federer, donc j'en ai été très loin. Ni le coup droit de Nadal, d'ailleurs. Mais par contre, je me suis dit, tiens, il y avait un play à jouer, parce qu'il n'y avait pas de podcast qui allait interviewer ces grands champions et ces grandes championnes, pour leur demander un peu les clés de la réussite. Donc j'ai commencé comme ça, un peu de manière un peu amateur, à prendre mon micro et aller voir les champions qui acceptaient de me libérer 1 heure et demie. Mais écoute, ça a plutôt bien pris. Ça a touché une audience, en tout cas. Et là, ça va faire 5 ans que Extraterrien existe, et 2 ans et demi que j'y suis à plein temps. Donc maintenant, l'écosystème, il est un peu plus gros. Il y a effectivement... Insta, YouTube, LinkedIn qu'on a beaucoup développé, une newsletter aussi, tu vois. Donc j'ai beaucoup plus envie de développer un média, tu vois, que rester simple créateur de contenu, avec tout le respect que j'ai pour les créatrices et les créateurs, hein. Mais moi j'aime bien les projets d'équipe et j'aime bien m'entourer, donc essayer de le faire grossir un petit peu comme ça, quoi. Voilà. Ok. Pour te dire un peu. Trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, tu parlais des débuts, comment ça a commencé ? Est-ce que tu avais une expérience déjà dans
l'audiovisuel, puisque tu disais que tu étais plutôt branché SEO, les formats écrits. Tu avais déjà touché à ce monde du podcast ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. J'avais fait ici une petite expérience dans ma précédente boîte où on avait tenté de lancer un podcast. Et c'est moi qui l'avais lancé. On avait fait 5 ou 6 interviews de mémoire, tu vois, qu'on avait publié, filmé. Il n'y avait pas encore les shorts, donc on n'avait pas fait d'extrait. Mais je comprenais un peu la médiatisation des podcasts, je comprenais un petit peu quels étaient les canaux de diffusion, tu vois, et l'importance aussi, tu vois, de le filmer. Donc c'était ma seule petite expérience. Sinon, rien de particulier, quoi. Ok. C'est vraiment amateur. Et d'ailleurs, pendant plus de 3 ans, il n'y avait pas de caméra sur Extraterrien, tu vois. C'était juste un micro. C'était aussi le kiff de l'audio, je trouve. Je suis peut-être un petit peu nostalgique, mais il y a un petit côté un peu intime de savoir que, tiens, si tu veux, tu peux mettre les pieds sur la table, tu peux être tranquille et faire ton podcast sans avoir nécessairement la pression d'une caméra ou l'importance de l'image. Ça vient aussi de moi, de la consommation que j'ai des podcasts, tu vois. J'écoute des podcasts quand je suis en train de courir ou quand je suis tranquille chez moi. Et du coup, j'aime bien me dire que les créateurs de podcasts sont aussi un peu dans un contexte un peu intime. Donc c'est comme ça que moi, j'ai lancé mon truc. Après, chacun est libre de le faire. Aujourd'hui, lancer un podcast mainstream sur une niche, en tout cas grand public, sans vidéo, c'est s'enlever un gros atout. S'enlever un gros atout, tu vois. Donc les codes vont changer et il faut s'y plier. Et la nostalgie et le romantisme du podcast 100% audio doit faire place aussi au pragmatisme et à l'efficacité. Ok, intéressant. Tu dis, et effectivement, on peut facilement imaginer que c'est plus dur de se confier, d'avoir une conversation intime face à une caméra que juste avec un micro. T'as senti une différence quand t'es passé de l'audio only à vidéo dans les conversations que tu avais avec tes athlètes? Ouais, alors du coup, tu fais bien de préciser, moi j'interviewe des athlètes de haut niveau. Ouais. Il y en a certains, c'est des starlets. Tu vois, c'est quel est mon meilleur profil? Est-ce que je peux regarder la lumière? Est-ce qu'il y a le bon angle et tout? Donc j'ai commencé, tu vois, avec un iPhone à faire mes premières captations et il y a eu des déceptions, hein, tu vois. J'ai commencé vraiment lean, comme beaucoup recommandent de le faire. Maintenant, je pense, tu vois, il y a un tel niveau en création de contenu que je pense qu'il faut tout de suite faut tout de suite arriver avec des caméras professionnelles comme tu as ici, tu vois, si possible avec un studio quali comme le tien, du montage, des shorts et tout. Mais effectivement, il y a 5 ans, tu pouvais te permettre d'être un peu plus rock'n'roll, quoi. Et pour les invités, donc il y avait ce côté un peu starlet, tu vois, et un côté aussi de mettre plus de temps avant de se livrer. Notamment parce que moi j'étais connu un peu pour être le podcast où les athlètes viennent un peu se confier, racontent des anecdotes qu'ils n'ont pas racontées ailleurs. Et du coup, certains ont été un peu surpris. C'est-à-dire, ah, c'est filmé, je savais pas, ok. Donc il y a eu une petite transition. Maintenant, les gens savent. Ouais. Je pense que, tu vois, depuis le Covid, tu vois, grosso modo, il y a eu une explosion de la vidéo sur les plateformes, explosion du personal branding, et que maintenant tout le monde est au courant que les plateformes vidéo sont les plus virales, sont celles qui font les plus grosses audiences. Donc il faut jouer le jeu, quoi, tout simplement. Ok. Et comment tu arrives à accéder à ces gens? Parce que donc, tu parles à des athlètes de haut niveau, des champions du monde, des champions olympiques. C'était le cas dès le début? Ou si oui, comment? Et sinon, comment tu arrives à monter l'échelle petit à petit pour arriver à avoir accès à de telles personnalités? C'était très dur, notamment au début, quand t'as pas de nom, notamment parce que les athlètes de haut niveau, ils sont ultra demandés. Ouais. Par les entreprises, par les assos, par les médias, par les étudiants. Tu vois, il y a beaucoup de gens, même des gens qui les démarchent, tu vois, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine ou que ce soit des vidéastes pour leur proposer un projet ou un avocat. C'est des gens qui sont, mais on se rend pas compte, mais sursollicités. Donc pour nous, au début, c'était hyper dur. On passait beaucoup par les sites personnels, notamment parce que quand ils font des sites, généralement, ils ont une activité à vendre. Tu vois, que ce soit de la formation ou de la conférence. Ou des livres, ce genre de choses. Par conséquent, c'était un bon moyen de trouver l'angle, de leur dire, ah bah tiens, ça pourrait être la promotion de ton livre, ça pourrait faire la promotion de tes conférences. Et donc ça, c'était un message qui marchait vraiment bien. La deuxième chose, c'était aussi d'aller voir directement des athlètes qui avaient déjà participé à des podcasts, donc qui connaissaient un peu le format et qui aimaient bien aussi le format un peu long, un peu audio, conversationnel.
Et après, dès que le compte Instagram, il a commencé à être un peu sérieux, tu vois, qu'une vingtaine, trentaine d'invités, j'allais directement sur Instagram. Et pas mal de réponses aussi, tu vois, pas mal de réponses. Mais on s'est pris, tu vois, un nombre de portes. Au début, je me souviens que j'avais fait une stat sur ma toute première campagne d'emailing et de messaging sur Instagram. Pour 100 messages, j'avais eu 4 réponses et une positive. Donc tu vois, j'avais 1% de taux d'acceptation. Et tu tapais déjà très haut en termes de profil dès le début? Ouais, bah, mon 3e invité, il est champion olympique de biathlon, tu vois. Ok. Donc, Ouais, avant... c'est pas le tennisman du coin. Non, exactement. Tu vois, c'est pas le joueur de pétanque, tu vois, ou qu'on t'a jamais vu. C'est quelqu'un, voilà, qui est passé à la télé, qui est devenu un entrepreneur, maintenant à succès aussi, tu vois. Donc, ouais, non, on a essayé d'aller très vite, très fort au début. Après, c'était pas forcément évident, tu vois. Maintenant, je dirais que on a une petite blague dans l'équipe extraterrien. On se dit qu'en dessous de 100 000 abonnés sur Instagram, on peut avoir qui on veut dans le sport, tu vois. Au-delà, il va falloir qu'on bosse. Il y a les agents, en fait. Des agents, et là, il faut les convaincre. Il faut trouver une date, tu vois. Dès qu'il y a un intermédiaire dans le cycle de décision, c'est toujours un peu plus long, mais on y arrive, on se fait notre réseau à notre rythme, tu vois, on gagne la confiance. Souvent, les agents, tu vois, ils ont 5, 6, 10, 15 athlètes parfois. Des fois, tu fais un deal avec eux, tu prends 2 athlètes pas très connus, tu leur montres que tu délivres, que tu bosses bien, que tu es agréable, que tu pièges pas les athlètes, que tu leur fais passer un bon moment. Puis tu peux les rappeler quelques mois après pour leur dire, bah tiens, je t'ai pris tes 2 poulains un peu moins connus, je les ai aidés à communiquer, j'aurais donné beaucoup de visibilité. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse un projet avec la personne que tu as vraiment envie, quoi, tu vois. Et souvent, c'est un deal un peu implicite, bien sûr. Ouais. Ok, trop bien, intéressant. Et aujourd'hui, tu dis l'équipe extraterrien, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter, donc là on a parlé des tout débuts, aujourd'hui tu es en train de construire un média comme tu dis, tu peux nous raconter comment c'est structuré? Ouais, y a une personne qui est chef de projet à mi-temps et qui s'occupe de tous les deals sponsorisés, notamment les deals récurrents, tu vois, parce qu'on a éditorialisé en fait certains formats. D'accord. Donc on a une mensuelle nutrition, on a une mensuelle préparation mentale, on est en train de développer une mensuelle course à pied, on va faire aussi peut-être une mensuelle musculation, force, tu vois, par exemple. Ouais. Et donc ça, à chaque fois, on le fait avec un partenaire, donc c'est plus des conseils pratiques que des interviews d'athlètes. La majorité des interviews qu'on fait avec les athlètes restent de l'édito gratuite, tu vois. Et donc pour te répondre, donc j'ai un chef de projet qui gère tous les sponsors, une chef de projet qui gère tous les épisodes libres avec les athlètes, un commercial en plus, et après on fait bosser 2 monteurs son, on fait bosser un graphiste, on fait bosser entre 4 et 5 talents vidéo qu'on essaye de faire tourner pour ne surtout pas dépendre d'une seule personne. Ok, intéressant. Et aussi pour les mettre en concurrence. Parce que, tu le sais aussi bien que moi, le but quand on produit des vidéos, c'est d'aller chercher de l'audience, c'est d'aller faire du reach, faire de la vue, faire de l'engagement. Et on a remarqué que si on se reposait un peu trop sur une personne, cette personne allait un peu se reposer sur ses lauriers, et tu vois, la performance, elle se fait dans les détails. Et du coup, avoir des gars ou des monteuses ou des monteurs, tu vois, en compétition, ça les pousse à aller dans ce degré un peu de finesse et de recherche de performance. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai de temps en temps des cadreurs aussi pour des missions un peu spéciales. Là, je recrute une autre chef de projet pour tout ce qu'on fait en marque blanche. Tu vois. Ok. Voilà. Intéressant. Donc tu as une vraie... Toi, au final, tu es la face visible de l'iceberg, mais tu as une vraie presque petite armée en tout cas, qui bosse avec toi sur le créneau. Depuis quand tu as tous ces gens, puisque tu as commencé, tu étais encore employé dans une autre boîte. Depuis quand tu as commencé à structurer ça ? Ça fait depuis... ça va faire 2 ans que ça a commencé, on va dire. Ouais, 2 ans. Dès que tu t'es mis full-time dessus, quasiment. Ouais, exactement. Okay. J'ai pris montage vidéo, monteuse son, au moins pour se déléguer. Et puis après, j'ai assez vite aussi pris une chef de projet, tu vois, pour tout ce qui est publication, organisation des rendez-vous, tu vois, coordonner un peu les différents freelances aussi, tu vois. Ouais. Faire tous les assets de contenu.
Donc ouais, petit à petit, tu vois, et tu rajoutes des gens petit à petit. Et là, tu vois, on en parlait un petit peu ce midi en déjeunant. Il y a vraiment la question de s'associer ou non, tu vois, avec une personne qui gère un peu la prod, euh, pour pouvoir faire un peu tout ce travail de chefferie de projet qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de coordination avec les différentes personnes. Et on sait souvent que les créateurs de contenu sont pas les meilleurs en management, c'est pas toujours les meilleurs en chef de projet. Ouais. Moi, je suis en plein dedans dans cet archétype. Et du coup, je pense que c'est le moment de s'entourer, tu vois. Donc moi, je me suis entouré de très bons chefs de projet. Mais il y a toujours la question, la tentation de s'associer, tu vois, d'avoir quelqu'un aussi qui est skin in the game autant que toi, pour que ta prod, elle soit hyper carrée, que ta prod, elle soit toujours rentable, d'être toujours derrière, effectivement, les talents, les créateurs avec qui tu bosses pour toujours s'assurer que tout est au millimètre. Et tu vois, c'est un des patterns que j'ai vu, moi, chez des gros créateurs. On dit c'est des gros bosseurs, c'est des mecs, tu vois, à 23h, ils vont regarder ta vidéo, ils vont t'envoyer un message. Ouais, l'accroche, tu pourrais retravailler ça et tout. Et moi, je suis un peu comme ça, mais à un moment donné, il faut aussi lâcher le truc. Tu vois, si tu veux libérer ta créativité, bosser avec plus de talent, aller chercher ou lancer des nouveaux projets, tu vois. Donc, je suis dans cette phase un peu de transition où je délègue de plus en plus, quoi. Même assistante administrative, d'ailleurs, Alicia, que j'embrasse, qui travaille super bien, qui fait facture, virement, fiche de paye, règlement des prestataires, relance pour les clients qui sont un peu en retard. Un régal. C'est trop bien d'avoir quelqu'un avec toi qui fait tout ça. Parce que toi, du coup, tu as des gens qui font du montage, des gens qui font de la gestion de prod. Toi, ton cœur de métier, c'est quoi désormais aujourd'hui? La partie édito, j'imagine, c'est toi qui quand même prépare les entretiens, qui les anime. Bah, tu vois, ça, je suis en train de le lâcher aussi. Ah ouais? Ok. Ouais, tu vois. Ah ouais, D'accord. J'aimais beaucoup faire cette partie-là, mais finalement, quand tu te rends compte, ça peut être fait par un journaliste ou même un étudiant en journalisme, tu vois, en stage, qui va kiffer passer une journée à regarder des vidéos sur son sportif ou sa sportive préférée et qui va te faire un espèce de petit récap. Tiens, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Et puis moi, après, avec l'expérience, tout de suite, tu vois, pour tous les sujets, j'ai 4-5 questions qui se mettent en place. Et puis, ok, intéressant. tu vois, j'hésite même à lâcher cette partie-là. Donc moi, mon rôle, pour te répondre, c'est la partie commerciale. Parce que tous mes partenaires, mes clients, ils veulent me parler à moi pour l'instant. Donc là, je m'accompagne. J'ai quand même un alternant là, sur la partie bizdev que je suis en train de faire monter en compétences. Parce que c'est pas évident, tu vois, quand tu bosses avec des directrices communication, des directeurs marketing, c'est des gens hyper capés. Et une personne en alternance ne peut pas arriver du jour au lendemain, aussi talentueuse soit-elle, pour tu vois, closer des deals à 20 000 balles. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais donc ouais, moi c'est commercial, pas mal d'édito quand même, tu vois. Et puis après, ouais, chefferie de projet sur tout ça, comme je te le disais. Ouais. Chef d'orchestre sur tous ces gens qui sont autour de toi. Ah ouais. Ok, ça marche. C'est pas dur de déléguer cette partie? Si, c'est méga douloureux. Parce qu'il y a deux écoles, j'ai l'impression. Il y a des créateurs qui sont team un peu comme toi. Je vais essayer de déléguer un max et me garder vraiment mon cœur de métier, à savoir tourner et faire les interviews. Et d'autres qui sont en mode, non, moi je fais absolument tout de A à Z moi-même. J'ai eu les deux écoles ici aussi à ce micro. Comment tu arrives à déléguer, par exemple, le montage que tu faisais toi-même avant? Là, tu me parles de l'édito, tu parles de la gestion de projet, etc. Comment tu trouves les bonnes personnes? Comment tu arrives à les former, à t'assurer de garder un même niveau de délivrabilité, quoi? Ouais. Je teste beaucoup de gens différents. Okay. En fait, ça c'est un des trucs. Souvent, dès que j'ai un projet, par exemple, sur lequel, imaginons j'ai un projet avec une marque qui se passe super bien. Je vais, si la marque, tu vois, enfin si j'ai eu un bon budget, je vais profiter de ce budget-là pour faire tester un monteur, tu vois, sur 2-3 shorts en plus, ou tester une monteuse son pour un podcast en plus, pour vraiment les mettre dans le bain, tu vois. Est-ce qu'ils réagissent vite? Est-ce que si je leur mets un coup de stress, et souvent je leur mets un coup de stress pour faire semblant, pour voir comment est-ce qu'ils réagissent, est-ce qu'ils sont transparents sur les deadlines, est-ce qu'ils arrivent à les tenir, donc je teste beaucoup de gens. Et après j'ai une petite note, tu vois, en gros, j'ai un fichier Trello, enfin un fichier Notion, tu vois, du coup,
avec la personne, son LinkedIn, un peu, tu vois, le lien du portfolio classique. Et je me mets, j'ai 4-5 critères. Rapidité, qualité, prix, humain, souci du détail et organisation. Et j'essaye, en fait, de mettre une note sur 5 à ces personnes-là, tu vois. Et de le faire assez rapidement. Des fois, je le fais un peu au doigt mouillé, tu vois. Et ça me permet, en fait, d'avoir une note à peu près rationnelle sur la personne. Comme ça, je me laisse pas avoir par l'humain, je me laisse pas avoir par le pas cher ou par le très cher, en fait. Tu vois, s'il y a un gars qui me coûte super cher, mais qu'en fait, sur tous les autres critères, il est à 5 sur 5, bah, je sais que je peux lui faire confiance C'est pas si cher. c'est pas si cher, et sur un projet, tu vois, sensible ou un gros projet de marque avec un gros budget, je peux y aller, quoi. Donc, je pense que c'est ça, tu vois, c'est vraiment tester beaucoup de gens, pas avoir peur de leur dire que tu les testes, pas avoir peur de leur dire non et pourquoi tu leur dis non. Et puis voilà, quoi. Ok. Et puis toujours être sympa et payer vite, bien. Ça, les freelances adorent. Ok. Bah, nous, on a standardisé, tu vois, on paye le 28 du mois, et du coup, ils doivent absolument nous envoyer le facture avant le 25. Entre 25 et 28, je valide, et après, Alicia fait tous les virements, et c'est parti. Ok, trop bien. Là, on est parti sur l'organisation du média extraterrien. J'aimerais bien qu'on fasse quelques pas en arrière et qu'on Vas-y. vienne sur la croissance, en fait, de ton média, de ton podcast. T'as posté combien d'épisodes aujourd'hui à date? Je sais pas si tu sais. Plus de 300. Plus de 300. En postant plus de 300 interviews, j'imagine que tu as commencé à déceler qu'est-ce qui était une bonne interview et qu'est-ce qui était un mauvais épisode. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton ressenti par rapport à ça? Quelle est la recette d'un bon contenu pour extraterrien? Écoute, figure-toi que, au risque de te décevoir, même après 300 interviews, des fois, je m'arrache toujours les cheveux sur certains invités, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, la beauté de l'interview, c'est que c'est ton invité qui fait le job. Ouais. Et toi, tu peux le prendre par la main, mais c'est comme un cheval, tu vois. C'est un cheval, tu peux le mettre devant un obstacle. Si tu l'as pas fait trotter, tu l'as pas mis en confiance en avant, bah, il va arriver devant l'obstacle et il va cabrer, et toi, tu vas partir en l'air, et lui, il va rester avant l'obstacle, tu vois. Bah, c'est exactement pareil avec une interview, tu vois. Tu peux mettre toute la bonne énergie du cavalier que tu veux, mais si le cheval, il veut pas, tu vois. Donc, déjà, le premier conseil, c'est de déculpabiliser par rapport à ça. Le deuxième conseil, c'est ne pas hésiter à faire un call de préparation. Tu vois, ça, c'est un grand truc de journaliste. Ils appellent toujours beaucoup en amont, ils posent plein de questions, ils font parler la personne. Du coup, tu captes beaucoup d'informations que tu vas pas avoir sur les réseaux, qui sont pas écrits sur une fiche Wikipédia ou dans des posts. Donc ça, c'est cool. Comment ça se passe un call de préparation? Tu lui poses les questions que tu vas lui poser ou tu essayes de préparer pour trouver des questions? Ça ressemble à quoi? Ouais, tu balances des thèmes. Tu dis, ouais, tiens, j'ai vu ça sur toi. Tiens, j'ai vu que tu as eu un accident de voiture en telle année. Ça te dirait d'en parler? Et tu vois tout de suite si la personne, elle est motivée ou pas, tu vois, déjà. Ouais. Ah ouais, tiens, ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai mis 1 an à me reconstruire. J'ai fait de la prépa mentale, du psy, ça n'a pas marché. Et puis là, boum, j'ai fait de l'hypnose et là, ça a marché. Tu vois, Ok. si la personne, elle est motivée, en fait, de parler de ce sujet-là. Donc, tu drops un peu des choses et tu vois, un peu comme un buffet libanais, là, tu mets plein de choses sur la table et après, ton invité, il prend ce qu'il veut, tu vois. Et tu vois tout de suite ce qui lui plaît. Moi, ce que j'essaye de voir, c'est est-ce que la personne, elle est plus dans l'émotion? Est-ce qu'elle est plus dans le storytelling, raconter des histoires? Est-ce qu'elle est plus dans la technique? Tu vois, expliquer sa stratégie, expliquer son choix de matos. Et en fonction de ça, tu vois, je vais essayer de composer mon interview. Tu vois, et je le vois, tu vois, avec certains invités, quand je prépare pas, bah, je lance un peu d'émotionnel. Tiens, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Comment tu t'es senti? Comment tu l'as perçu? Tu vois, je vois que les réponses ne m'intéressent pas. Puis là, je le balance sur, OK, comment tu prépares une course? C'est quoi ta stratégie? Et là, je vois des étoiles dans les yeux. Et Ouais. genre, OK, 5 jours avant, je fais ci, 5 jours avant, je fais ça. J'adore faire... Tu vois, et donc, moi, j'ai ces 3 côtés-là, tu vois, un peu... est-ce que technique, émotion, histoire. C'est un peu les 3 trucs, et en fonction de ça, je prends. Et en fonction, effectivement, de comment j'ai senti le call de préparation, bah, je vais plus orienter sur
sur l'un ou l'autre, tu vois. Ok. Donc, préparer son épisode pour avoir un meilleur épisode. Enfin, non, même déculpabiliser, préparer l'épisode. T'avais d'autres choses en tête ou... Préparer l'épisode, toujours avoir un plan B aussi. Des fois, tu as une trame d'interview et en fait, la personne, elle n'est pas là. Elle n'a pas envie de suivre ta trame, tu vois. Elle a envie de partir sur autre chose. Donc, moi, j'ai souvent un plan B d'interview. Ça, c'est cool. Mettre à l'aise les gens aussi, tu vois. Et un conseil aussi, c'est de se livrer avant l'interview. Parce que si toi, tu te livres, la personne, elle, par biais de réciprocité, elle aura envie de se livrer également. Et du coup, elle va te donner des choses intimes. Donc moi, tu vois, j'ai 2-3 trucs dans mon histoire que je vais leur livrer. Tu vois, je vais leur livrer que j'ai rêvé d'être champion de tennis et que je suis sorti en pleurant la dernière fois que j'ai joué, en explosant mes raquettes et en me disant que je jouerai plus jamais au tennis. Ça les fait un peu rire. Ils me disaient, tiens, pourquoi? Donc je leur raconte un peu ça. Après, je leur raconte que j'ai monté une boîte, que ça a bien marché. Du coup, ils se disent, ok... la personne, elle est un peu successful, on peut parler de clé du succès, et ça leur plaît, ça mord. Et du coup... t'installes un climat de confiance avec eux. Exactement. Ok, ça marche. Et donc ça, c'est la recette d'un bon épisode. Comment, concrètement, ton podcast s'est fait connaître, en fait? Parce que d'expérience, et on en parlait encore une fois tout à l'heure, les plateformes de podcast sont pas les meilleures pour faire découvrir des nouveaux créateurs. On pense plutôt à Instagram ou TikTok pour ce genre de choses. Toi, comment tu t'es fait connaître? Comment ça s'est passé la croissance de 0 aux dizaines de milliers d'écoutes que tu as aujourd'hui? Je sais pas à quel point tu veux nous partager tes chiffres, mais je suis curieux de savoir si non seulement comment ça s'est fait, est-ce que c'était linéaire ou est-ce qu'il y a eu peut-être un gros événement qui t'a ramené plein de personnes, et surtout comment t'as fait? C'était quoi tes techniques un peu de croissance pour te faire connaître? Ouais. J'entends beaucoup de créateurs, tu vois, ou d'entrepreneurs qui essayent de rationaliser leur succès. Ouais. Et récemment, je lisais un article de Paul Graham sur la vraie clé du succès. Et dans son article, il dit que, selon lui, le plus gros facteur de réussite, c'est le momentum. C'est pas forcément... c'est à quel moment tu lances ton contenu et à quel moment tu lances ta boîte et tu réussis. Et a posteriori, moi, je te dirais que c'est ça. C'est que j'ai lancé un podcast sur les athlètes de haut niveau, il n'y en avait pas d'autres. C'était nouveau, en fait. J'ai essayé d'innover. Je voyais que les podcasts business, ils marchaient. Il n'y en avait pas sur le sport. Du coup, j'ai essayé de faire ce que moi, j'aurais aimé entendre. Du coup, il y a tout de suite eu, en fait, une demande pour ça. Tu vois, même en story sur Insta ou mes premiers posts LinkedIn, je voyais des gens qui disaient « Ah, mais trop bien que ça existe. » Je cherchais ça. Donc, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et la deuxième grosse opportunité, c'était que 3 invités sur 4, moi, les 2 premières années, ils n'avaient jamais fait un podcast de leur vie. J'ai encore des invités aujourd'hui qui n'ont jamais répondu à un podcast. Dans le monde du sport, ils font des contenus avec les marques, ils passent à la télé, ils passent en radio, mais ils font pas de podcast, tu vois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc moi, comme c'était nouveau pour eux, ils ont partagé. Et j'ai énormément profité de l'audience, tu vois, de mes invités. Et ça, on peut pas le négliger. Tu vois, plus t'interviews des gens avec des grosses notoriétés ou des gens visibles, plus tu vas drainer un peu leur audience. C'est encore plus vrai sur la création de contenu. En tout cas, je te le souhaite. Salut les fans de Bart, suivez la chaîne. Grave, Maxence, c'est un super créateur. On se connaît depuis un petit moment. On a bossé ensemble. Vous êtes ici en toute confiance. Quelle pub incroyable. Voilà. Non, mais je pense que ça joue, tu vois. Le fait qu'on se connaisse et tout, que j'ai confiance en toi, je vois ce que tu fais, je t'ai vu bosser, j'ai vu le studio monter. Enfin, je pense que ça joue à l'entrain, l'énergie que je mets dans l'interview. Donc ouais, moi je te dirais mes trucs, c'est j'ai eu de la chance par rapport au temps, j'ai eu de la chance par rapport à mes invités qui repartageaient les épisodes, donc j'ai beaucoup essayé d'hacker ça, tu vois. J'ai beaucoup demandé à mes invités, tiens, est-ce que tu pourrais le repartager? Ah, ça t'a plu? Ah, donc tu vas le repartager alors. Je leur envoyais un petit message aussi avant la sortie des épisodes, tu vois. Et ça marchait? Ouais, ça a très très bien marché, ouais. En story avec le lien, sur Facebook, des fois avec le lien en direct et tout. Ça, c'était cool. Donc, en plus de ça, les gens qui suivent des athlètes sont généralement fans de cet athlète et de sport de manière générale, donc ils vont aller écouter d'autres épisodes que tu as pu faire avec d'autres personnes, quoi. Ça, c'est moins vrai parce que tu sais, nous, on faisait beaucoup de sports différents et tu vois, si tu passes de l'haltérophilie au biathlon, c'est pas sûr que la personne, elle
et elle a envie d'écouter les deux. Ok. Mais ouais, il y avait quand même un cœur de cible de gens qui aiment bien l'olympisme, de gens qui aiment bien la performance, qui aiment bien découvrir les clés de la réussite et qui sont du coup allés peut-être picorer quelques épisodes. Et moi, j'ai vraiment senti vraiment qu'il y a eu une flywheel, tu vois, un effet d'entrain, un effet d'élan vraiment important à partir du moment où on a eu un vrai catalogue d'épisodes et que je vais amplifier d'ailleurs, je vais te le partager un petit tips après, qui s'est amplifié en fait, enfin dès qu'on a eu un catalogue d'épisodes ou dès qu'on avait un invité qui avait dans un sport, par exemple le tennis, et ben c'est l'invité à les partager à son audience. Son audience vient, écoute le podcast et ils allaient trouver un autre podcast de tennis dans le podcast. Donc tu vois, tu peux personnaliser ton intro en disant ah au fait, si vous êtes nouveau ici et que vous aimez le tennis, je vous encourage à aller écouter l'autre épisode de tennis qu'on a fait. Tu vois. Ok. Ça, c'est un truc que tu peux faire et que tu peux amplifier d'ailleurs avec les playlists Spotify. J'ai vu que tu avais fait ça, ouais. Je trouvais ça très malin. Par sport, c'est ça Ouais, exactement, par sport. Et là, du coup, là, on est en train de... On va les publier sur Insta. Ok. Et tu vois, on va les mettre en story à la une. On va mettre nos playlists. Et du coup, bah, dès que quelqu'un va arriver, il pourra tout de suite retrouver ma playlist course à pied, ma playlist triathlon, ma playlist tu vois, judo, j'en sais rien. Ouais. Donc, nous, c'est ça qui a marché en fait, d'essayer de driver les nouveaux auditeurs vers un précédent contenu qui tournait bien. Voilà, et puis après, cross-promo aussi. J'ai fait pas mal de cross-promo avec Yann que tu as reçu, Ouais. avec d'autres créateurs dans le sport. On n'était pas beaucoup, donc on s'est vite connus et on a vite essayé de s'entraider. Et je pense que ça vaut le coup, tu vois, d'essayer de se filer des coups de main et de faire grossir les audiences ensemble. Il y a du temps pour tout le monde, tu vois. Ouais. Ouais. Ok. T'as une idée un peu de comment fonctionne, parce que là, on parle beaucoup de croissance hors des plateformes de podcast, donc via Insta, les réseaux, etc. T'as une idée qu'est-ce que tu sais des algorithmes d'un Spotify podcast, d'un Apple podcast en termes de recommandations? Comment ça fonctionne? Déjà, le premier truc qu'il ne faut pas négliger, c'est le SEO. Ok. Sur les applications de podcast. Et tu remarqueras que moi, extraterrien, il ne s'appelle pas extraterrien, il s'appelle extraterrien-sport. Ce que je veux m'assurer, c'est que si quelqu'un tape podcast sport dans Spotify, ou juste sportif, ou champion, j'ai envie de remonter. Et donc déjà, un tips, tu vois, c'est de travailler un peu son champ lexical pour pouvoir le mettre bien dans la description de tes podcasts, de limite, presque dans tous tes épisodes, remettre, tu vois, en quelques lignes avec tous tes mots-clés, tu vois, quelques mots sur le podcast extraterrien, tu vois, dans la description du podcast, de le refaire pour remettre des mots-clés et refaire jouer dessus. Après, dans le titre des épisodes aussi, régulièrement. Et ça, on se rend pas compte, mais ça draine beaucoup d'audience. J'avais accompagné un créateur qui s'appelle Gabriel Raskinet, tu vois, qui faisait beaucoup de podcasts, enfin qui faisait beaucoup de contenu sur les addictions aux drogues. Ah oui, j'ai vu son profil. Ouais. Bah, il a fait notre bootcamp, tu vois. Et à un moment, il me pose la question, il me dit ouais, moi je parle de drogue et tout, j'hésite à changer le nom. Je lui dis, et il y avait un des noms qu'il proposait, c'était Parlons Addiction ou Ex-Addict, un truc comme ça. Je crois que c'était Ex-Addict, sortir de l'addiction aux drogues, tu vois. Donc c'est un nom hyper SEO friendly, quoi. Ouais. Bah, il l'a fait 3 semaines plus tard, il avait fait x3 sur ses audiences, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. Parce que les gens... J'ai du mal à imaginer les gens se servir d'un moteur de recherche dans Apple Podcast ou Spotify pour trouver du contenu. Je sais pas, en tout cas, moi, mon usage perso, c'est très... voilà, j'ai un peu ma bibliothèque de podcasts que j'ai l'habitude d'écouter. Ouais. Je vais regarder ce qu'eux ont sorti. Mais je vais pas chercher du nouveau contenu, en fait, sur les plateformes de podcast. Il y a beaucoup de gens qui font ça? Ouais. Ok. Ouais. Bah, on n'a pas les volumes de la part de Spotify, de Apple Podcast, malheureusement. Ouais. Mais il y a, tu vois, certains podcasts très mal marketés, pas spécialement, tu vois, juste avec une belle vignette et des noms très faciles. En fait, avec un nom équivoque, tu vois, ou un nom qui résout un problème. Sortir de l'addiction, je sais pas, arrêter de boire de l'alcool ou apprendre à méditer ou apprendre à courir plus vite, tu vois, qui se référence très bien juste grâce à ça. Tu vois. Ah ouais, ok. Donc, ouais. Moi, je l'utilise de plus en plus, tu vois, pour retrouver des podcasts, tu vois, apprendre à vendre, apprendre le SEO, j'en sais rien. Je l'utilise de plus en plus, ouais. Ok, hyper intéressant. On parlait donc des plateformes de podcast et tu me disais tout à l'heure quand on déjeunait
ton objectif actuel, c'était YouTube. Ouais. YouTube, d'ailleurs, qui essaye de se positionner de plus en plus sur les podcasts. Ouais. Petit aparté, j'ai vu ce matin que Google Podcast allait officiellement disparaître et que désormais, c'était YouTube, quoi. C'est quoi ta strat pour YouTube ? La strat pour YouTube, elle est très claire. C'est de vraiment considérer YouTube comme plateforme principale. Ok. Tu vois, même avant le podcast. Et donc d'imaginer l'émission, de la rendre de plus en plus visuelle, dans des beaux cadres, peut-être en montrant des objets, en voyageant, en faisant des incrustes d'images, d'archives, tu vois. Et donc de mettre vraiment la vidéo au cœur. Donc là, nous, on est vraiment en train de travailler les vignettes. On essaye beaucoup de formats de vignettes différents. On essaye beaucoup de travailler vraiment les 30 premières secondes. Donc je l'ai fait en face cam avec ce qui m'intéresse, enfin le podcast américain que j'essaye de copier, c'est Diary of a CEO, tu vois, où il a fait plusieurs vidéos qui ont tapé 5-6 millions de vues, même plus, tu vois, en quelques mois, tu vois, donc c'est vraiment très fort. Je pense qu'il y a beaucoup à en tirer. Il y a aussi considérer que ta vidéo, elle peut tomber sur un inconnu. Et ça, c'est un conseil que tu m'avais beaucoup donné quand on bossait ensemble. C'est toujours essayer de parler à des gens qui ne te connaissent pas. Et d'ailleurs, the CEO le fait très très bien d'ailleurs. Ouais. Tu vois, il interviewe des grandes stars, mais en fait, sur la vignette, il n'y a pas le nom de la personne. Il y a il y a un titre un peu SEO friendly, comment sortir de la dépression, ou je sais pas quoi. Donc c'est un peu comme ça qu'on est en train de le bosser. On a le studio, donc on investit fortement. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est plein de petits trucs qu'on essaye de driver, quoi. Okay. Donc grosso modo, rendre l'émission visuelle, tu vois, avec beaucoup de choses. Vignette, 30 premières secondes, intro hyper punchy. Et puis voilà, déjà, si on fait ça... Pourquoi effectivement, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, cet épisode s'appellera « Comment lancer un podcast ?» C'est très SEO-friendly. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Un succès, évidemment. Pourquoi ce choix, en fait, de mettre le focus sur YouTube ? Parce que tu pourrais très bien dire, on est déjà très bien référencé sur les plateformes de podcast, on va double down là-dessus. C'est un choix business et c'est un choix de croissance. Aujourd'hui, en fait, les croissances sur les plateformes audio, elles sont lentes. Tu vois, elles mettent du temps. Il commence à y avoir un peu de la saturation aussi, tu vois. C'est assez facile, tu vois, d'avoir 2 micros et de faire juste un podcast audio. Du coup, il y a beaucoup de concurrence. Et c'est de la concurrence, tu vois, parfois un peu saine. Hein. C'est hyper cool, mais des fois un peu amateur, comme moi je l'étais, tu vois. Mais qui vient grappiller un peu, tu vois, sur l'audience, enfin sur les croissances d'audience que nous on peut faire. Et YouTube, je le vois, quoi. Il y a un algorithme de recommandation qui est super puissant. Tu peux faire des centaines de milliers de vues très, très, très rapidement. Et en fait, moi, il faut que j'aille toucher une audience qui n'écoute pas de podcast, mais qui est sur YouTube. Parce que c'est pas du tout les mêmes personnes. Tu vois, j'ai demandé d'ailleurs à mon audience podcast, je voulais sortir une formation vidéo sur, en gros, les 10 gros apprentissages que j'ai eu à interviewer 300 champions. Tu vois, je voulais faire ça. J'ai fait une 30aine d'appels téléphoniques et je leur ai dit je vais sortir une vidéo, je vais sortir une formation vidéo sur les conseils de champion. Ils m'ont dit, tous à l'unanimité, je passe environ 1 heure de ma semaine sur YouTube et encore. En revanche, je cours 1-2 heures par jour et pendant ces 2 heures de footing, j'écoute que des podcasts. Donc, tu vois, j'ai swifté... Donc, c'est pas du tout la même audience, tu vois. C'est pas du tout la même audience qui consomme un réseau ou un autre. Donc, nous, on considère qu'on a très bien gagné le game sur le podcast, que ça tourne très bien, et qu'on a envie d'aller chercher une autre audience sur YouTube avec des gens qui sont différents, qui viennent chercher un contenu différent. Et ça, c'est donc une raison d'audience. Et la deuxième raison, elle est business. C'est qu'aujourd'hui, moi, je fais une grosse partie de mon chiffre d'affaires sur ce qu'on appelle du brand content, des épisodes sponsorisés. Donc je vais voir une marque, je vais leur dire tiens, vous travaillez avec tel athlète en ambassadeur. Ce que je vous propose, c'est que je vais interviewer votre ambassadeur et en fait je vais faire intervenir la marque de plein de manières dans l'épisode, mais le plus subtil possible. Forcément en pré-roll, comme peuvent faire, tu vois, des youtubeurs classiques où ils vont présenter une gourde ou un logiciel de cashback, tu vois. Voilà. Donc
légère pub de 30 secondes, tu vois, direct pour faire de l'activation. Ensuite, tu peux directement avec l'invité, l'athlète, lui dire, bah, tiens, j'ai vu que tu bossais avec tel partenaire, comment est-ce que tu les as rencontrés, est-ce que tu peux me raconter, est-ce que c'est un partenariat qui fait du sens? Et souvent, les partenariats entre les athlètes et les marques font beaucoup, beaucoup de sens. Tu vois, il y a une vraie histoire à raconter. Là, pour que les gens aient un peu une image en tête, là, j'ai sorti un épisode avec Pauline Desrouledes. C'est une jeune fille, elle fait du tennis, elle se fait faucher par une voiture. C'est un homme de 92 ans qui est au volant, qui a confondu la pédale d'accélérateur et de frein. Elle perd sa jambe, elle devient tennis woman de haut niveau, mais en fauteuil. Là, elle va au jeu, elle espère, tu vois, vraiment triompher. Bah, elle est accompagnée sur Continental, la marque de pneumatiques, qui, eux, ont envie de se positionner sur la sécurité routière, tu vois, à fond. Parce que plus un pneu il est bon, plus il y a de sécurité routière. Et en fait, du coup, Continental accompagne Pauline pour faire voter un projet de loi européen pour interdire les personnes âgées au volant. Tu vois, c'est un truc. Elle est super engagée. Enfin, bref. Bon, bah, tu vois, lui faire parler de ça, moi, comme je le dis, c'est peut-être pas le plus passionnant. Ouais, mais quand tu l'entends, elle, parler de ça, te dire que c'est pas normal que les gens de 90 ans soient au volant, qu'il faudrait leur refaire passer leur permis, ça le devient, tu vois. Bien sûr. Et du coup, pour Continental, c'est intéressant. C'est un placement hyper natif pour eux. Exactement. Donc, moi, au niveau business, bah ouais, j'ai plein d'endroits où je peux placer la marque en vidéo, que je peux moins faire en audio. Et du coup, ça me permet de vraiment diversifier mon catalogue, où aujourd'hui, tu vois, sur l'inventaire audio, on est quasiment à 100% de plein, tu vois. Ouais. Donc, il faut que j'aille chercher des nouveaux leviers de croissance. C'est par les épisodes sponsorisés, par la vidéo. Et du coup, le focus, c'est YouTube. Désolé, j'ai été un peu long, mais non, comme ça, les gens ont bien compris l'enjeu, quoi, tu vois. Ok, trop bien. Je t'interromps 2 secondes dans cet épisode. Si tu apprécies la conversation et que tu as l'impression d'apprendre quelque chose, bah, moi aussi j'ai beaucoup appris et j'ai résumé par écrit tous les points clés de cet échange. Et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer ça, je te mets le lien dans les commentaires. Et deuxième chose, toujours si tu apprécies cette conversation, j'ai vraiment besoin de toi, que tu nous laisses un avis sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, de laisser un commentaire, t'abonner, nous envoyer de la force, tout simplement parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des invités d'exception pour faire de toi un super créateur de contenu. Tu as parlé de YouTube et des podcasts au format long. Tu fais aussi beaucoup de formats courts sur Instagram, TikTok notamment. Tu as une belle croissance sur les derniers mois. Tu peux nous raconter un peu ce que tu as appris sur cette dernière année à créer énormément de TikTok, de Reels. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Bah, en fait, si tu veux, c'était assez. Nous, c'était particulier parce que c'était assez dur, parce que c'est des gens dont parfois on connaît le nom, mais on connaît pas toujours la tête. Ouais. Donc, tu vois, un des gros conseils que toi tu m'avais donné, qui a bien marché, c'était tout de suite en fait faire comprendre aux gens sur les vidéos qui est-ce qui parlait en fait. Parce que c'est vrai que si quelqu'un te dit je te conseille de faire, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, si tu as envie de changer de vie, fais 100 pompes par jour. Ça n'aura pas le même poids si c'est un champion olympique qui te le dit. Un champion olympique qui te le dit, ou quelqu'un que tu connais pas, qui est un parfait inconnu. Bien sûr, ouais. Ou Elon Musk, tu vois, j'en sais rien. Donc, l'idée, c'était tout de suite de mettre en valeur les invités, tout de suite faire comprendre à l'audience, ok, cette personne-là, elle est importante, écoute. Donc, son nom, son statut, ça a bien marché. On a aussi remarqué que dans le contenu des vidéos, c'était bien d'avoir... d'essayer de raconter une histoire, tu vois, sur 1 minute, d'avoir vraiment un hook, une histoire et une conclusion. Et c'est vraiment 3 parties importantes, tu vois. Si t'as juste le hook et que t'as pas l'histoire ni la conclusion, ça marche pas. Si t'as une super conclusion mais que t'as pas de hook, ça marche pas. Donc c'est vraiment un beau hook, un peu de storytelling, un peu d'explication et une leçon, une morale ou une conclusion un peu qui te fait un peu réfléchir ou qui fait que la personne elle se dise ah ouais, je suis d'accord, je like. Ok. Ça, c'est un peu un des apprentissages. Mettre du dynamisme aussi, tu vois, faire des inserts. Je pense que là, on est arrivé un peu à presque saturation, tu vois, du fast cam ou de l'interview, tu vois. Il faut... Enfin, non, je dirais pas la saturation, mais la concurrence, elle est non négligeable, tu vois, aujourd'hui. C'est vrai que le format est vu et revu, mettre des b-rolls, c'est les sous-titres, etc. Ouais, voilà. Moi, j'essaie de moins en moins le faire aussi, parce que j'ai l'impression que les gens en ont marre, en fait. Ouais. De voir un peu la même chose partout. Donc, essayer de recréer de la nouveauté à ce niveau-là.
Nous, on a remarqué aussi que notre enjeu, c'était d'essayer de toucher la communauté de la personne plus que notre communauté, tu vois, pour faire de la croissance. Comment tu fais ça, du coup? Bah, c'est bête, hein, mais si tu tags pas la personne et que tu la mentionnes pas, tu vois, dans le texte, juste en dessous de la vidéo, Ouais. comment veux-tu que l'algorithme il sache que c'est cette personne-là sur la vidéo, tu vois? Donc déjà, taguer, ça me semble... Taguer quand la personne, elle veut pas cross-poster, tu vois. Donc taguer, ça semble pertinent. Mais tu peux même taguer, d'ailleurs, d'autres acteurs, tu vois, des marques ou des trucs comme ça, même s'ils sont pas impliqués, tu vois. Au final, très peu de gens vont aller cliquer sur, tiens, qui a été tagué dedans. Ouais, bien sûr. Mais par contre, tu fais comprendre à l'algo qu'il y a une audience que tu peux aller chercher, quoi. Ok, intéressant. Enfin, nous, on a remarqué... Enfin... On a certaines vidéos qui ont bien percé grâce à ça, quoi. Ok. Après, ça marche pas à tous les coups. Comment tu... J'imagine que le cœur du truc, c'est quand même trouver les bons passages. Ouais. Comment tu fais ça? Est-ce que c'est sur le moment où tu dis « Ah, là, il a dit un truc, je prends une note quelque part » ou est-ce Ouais, que c'est c'est ça. a posteriori Ouais, sur l'enregistreur. J'ai mon enregistreur à côté et je mets un markdown tout de suite. Ok. Comme ça, je retiens le temps. Ouais. Ok. Ouais. Après, de plus en plus, on essaye d'arriver avec une approche YouTube, tu vois, et c'est-à-dire... J'arrive sur mes interviews, bon, j'ai 4-5 sujets en tête, j'ai des questions en tête, mais j'ai des questions précises où je sais que ça peut cliquer, tu vois. Où je sais que, tiens... et donc, tu vois, c'est des questions où tu vas dire, raconte-moi tel événement. Donc là, tu vas avoir... La personne, elle va dérouler son storytelling. J'étais là, j'ai fait ci, et là, pouf, il m'est arrivé ceci. Et donc là, tu vois, t'as un peu l'arc narratif qui marche bien. Ouais. T'as les questions, effectivement, quel est ton meilleur conseil pour faire ça, qu'est-ce qui a le mieux marché pour toi? Enfin, tu vois, il y a des formulations de questions qui marchent bien et du coup, on sait un peu en amont ce qui va pouvoir fonctionner. Tu vois. Ok. Mais je pense que rien ne vaut la sensibilité de l'intervieweur, tu vois, à l'instant T et du coup de tout de suite noter et de faire son truc. Ouais. Tu devrais noter. Mais franchement, tout à l'heure, t'as dit d'autres trucs, je me dis merde, j'ai pas de stylo, j'aurais eu envie de noter. Mais ouais. Parce que nous, là, sur les premiers épisodes, on essaye de. Je sais pas si j'imagine que tu le fais aussi, de choper le transcript de l'épisode, alors le format écrit. Ça, on le fait aussi, ouais. Et on repasse dessus, ouais. Ouais, exactement, pour repasser dessus et se dire, ah oui, c'est vrai, là, il a dit ça pourrait être intéressant à exploiter, etc. Bah, nous, on le fait beaucoup pour l'envoyer au monteur, parce que du coup, en plus du transcript, t'as les timecodes. Ouais. Et du coup, bah, t'as juste avec certains outils, t'as juste. Il y en a un qui est pas mal qui s'appelle Happy Scribe. Ok. Tu vois, et en fait, tu peux surligner un passage, tu vois. Tu peux même barrer certains autres passages et commenter et dire, tiens, je pense à ça pour cette vidéo, est-ce que tu peux checker si au niveau du son ou au niveau du storytelling, c'est un peu fluide, tu vois, par exemple. Et du coup, tu peux faire une présélection qui est assez intéressante. Ok. Ouais. Intéressant. Checker. Il y a un autre format dans lequel tu excelles, dont on n'a pas parlé, c'est LinkedIn. Tu as eu une grosse croissance sur LinkedIn sur ces derniers mois. C'est quoi Quel est ton meilleur conseil pour te lancer sur LinkedIn, pour reprendre tes bonnes pratiques? Tu vois, j'applique directement. Et aussi, pourquoi tu l'as fait? C'est ce qui m'intéressait, parce que tu vois, quand on dit j'ai un podcast sur le sport, me lancer sur LinkedIn, potentiellement, on pourrait se dire de l'extérieur, il y a un peu un monde entre ces deux univers. Ouais. Ça fait beaucoup de questions là. Je choisis laquelle. J'aime bien en balancer 3-4 et après tu te débrouilles. Non, en vrai, c'est ce qui m'intéresse, c'est surtout ta croissance. Comment t'as fait en fait pour arriver à avoir une telle audience sur LinkedIn? T'as plus de près de 50 000 abonnés sur la plateforme. Ouais. Bah, pour donner quelques chiffres, j'avais commencé à poster moi en 2017, mais assez légèrement. Après, j'ai eu un job qui fait que j'étais amené à poster. C'est un poste un peu de représentation, tu vois. Je dirigeais un incubateur de start-up, donc pour attirer des start-up, c'était un très bon moyen. Ouais. Et donc, si tu veux, en 2000, quand je quitte mon job, j'ai 12 000 abonnés. Et je suis monté à 18 000 jusqu'à un an. Et en un an, je passais de 18 000 à 48 000 là aujourd'hui. Donc on a fait plus de 30 000 en un an. Ce qui est pas mal, franchement. C'est clair. C'est une des croissances qui fait vraiment partie des bons créateurs. Donc là-dessus, je suis content. Comment j'ai fait
Bon, j'ai un atout déjà, c'est que ma petite amie est très très forte sur LinkedIn, donc ça aide beaucoup. Elle m'inspire beaucoup et c'est une bien meilleure créatrice que moi, donc tu vois, je m'inspire et la voir au quotidien, c'est un hack ultime. J'imagine, ouais. Faut être honnête là-dessus. Euh, j'ai j'ai bien compris l'arc narratif en écriture. Toujours avoir euh, un, un problème, une solution, des efforts, un ennemi, et ensuite une solution positive, et créer un peu de mystère pour rediriger, tu vois, enfin, rediriger les gens qui ont lu le post vers ton podcast, par exemple, si Ouais. on est dans la promotion d'un podcast. Donc ça marche très bien. Après, moi, j'ai beaucoup tourné avec un format que j'avais identifié qui marchait très bien. C'est photo américaine de face avec soit un plan très sérieux, soit un plan très émotionnel euh, et une grosse accroche qui donne envie juste de cliquer sur le voir plus. Tu vois, il manque une info entre la photo et l'accroche. J'ai compris ce que ça voulait me dire, mais il y a une info que j'ai pas et du coup je vais cliquer sur le voir plus pour que le post il s'ouvre et que derrière j'ai envie de le lire. Donc ça je l'ai bien fait. Et après c'est aussi j'ai essayé beaucoup de rester sur ma niche. Tu vois, moi je vois beaucoup de créateurs sur LinkedIn qui parlent un peu à des freelances, qui parlent un peu à des entrepreneurs, qui racontent un peu leur life, qui parlent un peu de sport. C'est vrai que tu as vite tendance, tu vois, dans le personal branding, tu vois, à vouloir parler un peu de tout. Euh, Plus tu restes sur un sujet, plus tu deviens consistant sur un sujet, plus en fait l'effet boule de neige il grossit. C'est Moi il y a plein de moments où j'ai envie de donner des leçons de copywriting sur LinkedIn, je le fais jamais en fait, tu vois. Euh, Parce que mon audience elle veut voir du sport, elle veut voir des parcours d'athlètes, elle veut voir de la préparation mentale, des exploits, des histoires. Elle veut pas voir mes conseils de croissance sur LinkedIn. Ouais. J'en fais de temps en temps, tu vois, mais pas beaucoup, tu vois. Et ça t'a apporté quoi d'être si présent sur LinkedIn pour le média extraterrien? Au niveau business, explosion. Parce que plein de sponsors me connaissent, ont déjà vu mes posts au moins une fois ou deux. T'as de la preuve sociale, tu vois, qui est hyper visible. Le podcast, c'est invisible. Tu vois, on sait pas combien t'as d'abonnés, on sait pas combien Ouais. d'écoutes tu fais. Donc, il faut le dire. Et tu vois, LinkedIn, pour annoncer ses chiffres, dire tes résultats, c'est quand même un très bon endroit pour le faire. Ouais. Tu vois, ça rassure les clients. Tu vois, quand tu fais un post, ouais, on a fait 150 000 écoutes ce mois-ci, on a bossé avec euh, telle marque, tu vois, c'est génial, c'est génial. Bah, les autres marques qui voient ça, ils disent ok, c'est sérieux, c'est crédible, c'est tangible, et ça aurait pas la place, tu vois, ça aurait pas ça aurait pas sa place sur Instagram ou sur le podcast, tu vois, de l'annoncer. Donc sur LinkedIn, ça passe bien. Donc beaucoup de crédit pour la partie commerciale. Et aussi, encore une fois, il y avait personne qui parlait de sport sur LinkedIn avant clair. que je commence, tu vois. Ouais. Donc maintenant, il y en a de plus en plus. Et bon courage, les gars, allez-y, c'est trop bien. Et là, je me suis même fixé le défi d'être le premier créateur qui se fait payer un équipementier, qui est sponsorisé par un équipementier pour la création de contenu que je fais sur LinkedIn. Tu vois, donc, petit challenge que je me suis mis. Beau défi. On va voir si ça prend, on va voir si c'est pertinent. J'ai l'impression Mais- qu'il y a des... Chez les Américains, c'est un peu plus répandu de lier sport et business, non? Ouais, plus. Je vois beaucoup sur Twitter, peut-être aussi sur LinkedIn. Je pense à un mec qui s'appelle Dango, que tu dois connaître, Bien sûr. j'imagine. Ouais. Qui fait beaucoup ça. Et je crois que sur LinkedIn, il poste... ça doit être l'un des number one, j'imagine, C'est sur le numéro créneau. En coach, ouais. Ouais, voilà. J'ai Même au l'impression... niveau monde, hein, je crois qu'il est dans le Ah ouais top 10 ou top 15 monde, donc c'est énorme. C'est une newsletter à 200 000 abonnés. Après, Ah ouais, lui, ok. tu vois, ça marche très bien parce que sa cible, c'est des CEO. Il dit, je suis coach sportif des CEO. Où sont les CEO? Ils sont sur LinkedIn et sur Twitter. Il fait les deux. Tu vois, au lieu d'aller... Il a une chaîne YouTube, tu vois, mais ses deux canaux favoris, c'est des canaux qui sont consommés par des CEO. Et Twitter, l'écrit, LinkedIn, newsletter. Ok. Ah, c'est fort. Ok. Mais moi aussi, tu vois, moi j'ai des clients, dans mes sponsors, c'est des petites boîtes qui passent du temps sur LinkedIn et quand ils voient, tu vois, Pierre David, avec qui on avait bossé, il passe du temps un peu sur LinkedIn, il regarde de temps en temps et quand il voit mes posts, il dit ouais, bah, c'est sérieux, ça crédibilise, il aime bien. Donc,
Et c'est à la fois un très très bon vecteur, tu vois, pour faire découvrir avec les marques, d'un point de vue sponsoring et aussi d'un point de vue client, tu vois. Ouais. Donc assez cool. Ouais. Ok, trop bien. Tu nous as parlé de plein de... j'ai l'impression plein de pans de ton activité, plein de piliers, plein de sources. Est-ce que tu peux nous faire un peu une photographie de aujourd'hui ton business model, en gros, qu'est-ce qui te fait vivre entre tes différentes activités? Tu peux nous faire un gros camembert, on va dire, de comment c'est constitué? Alors, on a, grosso modo, on a 3 pôles. On a effectivement ce qu'on appelle le pôle média. Ouais. Donc là, c'est vraiment des collabs avec des marques, de la vente d'espaces publicitaires, la pub que tu peux entendre au début des podcasts, les revenus YouTube, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, mais on va essayer de le développer. Donc voilà, toute cette partie-là qui est vraiment la partie sponsoring avec les marques. Ouais. Ensuite, on a lancé avec quelques petites marques de sport ou dans l'écosystème de aventure, on a lancé en gros une petite agence de création de contenu où on s'occupe de faire leur podcast, de leur faire quelques vidéos un peu UGC. C'est un truc que j'ai du mal à développer parce que c'est un business qui est très opérationnel, qui prend du temps. Je suis un peu moins drivé, tu vois. Mais appel, si quelqu'un écoute et qu'il a envie de s'associer sur l'agence, on a de plus en plus de demandes, j'imagine comme toi, tu vois, qui arrivent. Et nous, le fait d'être verticalisé, d'être concentré sur la niche du sport, ça rassure quelques clients. Ouais. Donc ça, c'est un pôle que j'aimerais bien développer. Pourquoi pas en s'associant à bon entendeur, moi je m'occupe du commercial et de l'édito. Et après, plutôt un profil un peu chef de prod. Et après, le volet formation. Ouais. Parce qu'on a lancé, du coup, il y a 1 an maintenant, une formation pour les podcasteurs pour leur apprendre à monétiser leur contenu. Pour l'instant, on s'adresse que aux podcasteurs. J'hésite à parler aussi à des youtubeurs, aux instagrammeurs, parce que je pense que les méthodes qu'on utilise pour trouver des partenaires payants ou des sponsors, c'est relativement les mêmes. En tout cas, dans le mindset, dans la préparation, dans l'argumentaire de vente, dans le kit média, dans plein de choses, c'est similaire. Et après, au niveau revenu, grosso modo, c'est 20% avec la formation, 20% avec l'agence et 60% sur la partie média. Ouais, okay. Grosso modo. Et là, on va essayer de faire... on va essayer de taper les 320 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année, ouais. Ok, trop bien, impressionnant. On va essayer. Il y a peu de podcasteurs, t'es plus un podcasteur en fait, t'es un média entier, mais de base, ça a commencé en tout cas comme ça. Je pense qu'il y a peu de podcasteurs qui arrivent à se transformer en média. Quel conseil t'aurais envie de donner à des... petits, je mets des gros guillemets, mais petits podcasteurs qui peuvent nous écouter et qui auraient envie d'atteindre de tels résultats? Déjà, en avoir envie. Okay. Ça marche pas si t'as pas envie d'aller sur les réseaux, si t'as pas envie de jouer le jeu, de faire de la vidéo, de faire des posts, de te renseigner sur les autres pans de la créateur économie en dehors de l'audio, parce que tu vois, c'est hyper particulier. Donc, en avoir envie. 2, attaquer réseau par réseau. Ça sert à rien de tout attaquer d'un coup. Alors peut-être qu'avec la vidéo short form, tu peux être tenté de te dire ok, je tente TikTok, Instagram, Facebook et YouTube Short en même temps, parce que le format il est similaire, mais quoi qu'il arrive, garde en KPI une seule plateforme et optimise ton contenu pour cette plateforme parce que tu as envie de percer sur cette plateforme. Nous, c'est Insta, on republie tout sur les autres et des fois, on a des vidéos qui explosent et notre audience grossit sur ces créneaux-là, mais c'est Insta la prio. Okay. Donc vraiment cibler ça. 2, il va falloir déléguer, parce que tu peux pas dupliquer ton contenu et repackager ton contenu si tu es tout seul. C'est vraiment hyper fatigant. 4, n'aie surtout pas peur de repackager ton contenu. Nous, on republie des épisodes qui ont il y a 1 an. On réutilise les méthodes des gros médias, tu vois, avec les marronniers. Tiens, il y a Roland Garros. Bon, on va republier du contenu tennis. Qu'est-ce qui a marché l'année dernière sur le tennis? C'est ça qui a marché. Ok, on le repackage, tu vois. Intéressant. Ça, les créateurs de contenu ont plus de mal à le faire, tu vois. Et enfin, si tu veux être un média, il faut de la prod, il faut du monde, il faut du budget. Et du coup, il faut vraiment progresser sur la partie commerciale, savoir bosser avec les marques, prendre contact avec eux. Et au final, tu vois, moi, mon temps, il est pas... si je devais découper mon temps en espèce de camembert, je pense que j'ai 50% de mon temps qui est sur la partie commerciale et client, 25 sur chefferie de projet
et prod et 25 sur l'édito, tu vois. On va dire, ça c'est dans le meilleur des mondes. Mais je passe beaucoup de temps en front avec les clients. Donc pour grossir, il faut aller chercher de la croissance, il faut aller chercher du client Ouais, tu te retrouves à penser comme un média au final traditionnel. Si je pense aux journaux, à la télé, qui eux vivent grâce à la pub, quoi. Et donc au final, ton métier, ça devient de comment tu fais vivre la boîte, comment tu fais vivre un média, c'est trouver des gens qui sont prêts à te financer. Ouais, exactement. Ok. Et donc, c'est un peu ça, hein, les enjeux du moment, quoi. Réussir à scaler ça. Ok. Et donc, c'est sur ces 4-5 piliers que tu as mentionnés que les gens qui rejoignent ta formation, j'imagine, cherchent de l'accompagnement et ont besoin d'aide. C'est comme ça que tu les aides à grossir. Ouais. Nous, on se concentre vraiment sur la partie marque et commercialisation, mais on parle beaucoup, tu vois, de comment se structurer, avec qui s'entourer, comment déléguer, quoi déléguer en premier en fonction de ton budget, tu vois, comment sourcer des bons freelances aussi. On le voit pas mal, tu vois. Aussi, comment faire grossir son audience. Après, on réfléchit, tu vois, à développer un peu les formations, parce que si tu veux développer un média, en fait, il te faut tous les réseaux, quoi. Tu vois, il te faut tous les réseaux. En tout cas, il te faut plusieurs cordes à ton arc. Je pense que tu deviens un média à partir du moment où tu as 2 plateformes qui tournent bien et que tu peux monétiser, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. La diff entre média et créateur, au final, c'est quoi? C'est le fait d'avoir... C'est fin, hein. C'est fin, ouais, parce que de plus en plus... Je pense qu'il y a un côté l'incarnation aussi. Tu vois, moi, je fais des interviews d'athlètes de haut niveau, les gens, ils réécoutent l'émission parce que c'est moi qui le fais, mais on est en train de faire de plus en plus de contenus qui dépendent pas de moi, tu vois. Tu pourrais déléguer les interviews à terme? C'est une possibilité, ouais. De faire, tu vois, de lancer des séries. On hésite à lancer des séries, tu vois, sur la course à pied, sur les sports de musculation. Est-ce que ça fait du sens que ça soit moi aussi qui les fasse? On a envie de lancer, tu vois, des formats avec des petites jeunes pépites, tu vois, du sport, qui sont tout jeunes, un peu cool, tu vois. Peut-être un format A3 avec un ancien, un jeune et tout. Est-ce que ça fait du sens de l'avoir avec moi? Tu vois, je pense les médias sont autour de journalistes, tu vois, donc un peu de la même façon, moi je pense le faire aussi. Ok. Hyper intéressant de voir les frontières se flouter entre le monde des médias et les créateurs indépendants. Au final, t'es passé de créateur solo avec ton micro à, au final, même... il y a une phase de croissance où tu as été hyper visible, et là, on rentre peut-être dans une phase où tu vas l'être de moins en moins, en tout cas personnellement, et de plus en plus sur le média. Ouais. Okay. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, dans mes négociations avec les marques, c'est un argumentaire de vente que je leur dis très souvent. Je leur dis qu'on est... le bon équilibre entre créateur de contenu et média, tu vois. Et je pense que c'est assez vrai du format un peu podcast, tu vois. C'est très incarné, mais en même temps, tu fais quand même un travail assez journalistique avec de la recherche, de l'interview, tu donnes la parole aux autres, tu t'effaces un peu en tant que ton intervieweur. Et donc, moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est on prend le meilleur des deux mondes. Tu vois, le professionnalisme, la prod, le sérieux d'un côté, et de l'autre côté... attachement, communauté, personnalisé, incarné, tu vois, que peuvent avoir les créateurs de contenu. Ok. Et ouais, je pense que l'avenir des médias, pour moi, il se situe un peu là. Et ces médias avec des journalistes très incarnés, j'y crois beaucoup, tu vois. Mademoiselle.com, par exemple, tu vois, qui a lancé Mimi et Marion Séclin, par exemple, tu vois, j'y crois vraiment de plus en plus. Et d'ailleurs, on le voit, l'équipe, tu vois, ils ont lancé un journaliste qui fait des vidéos face cam. J'ai vu, Brut, il l'a fait aussi. Non, c'est un mec de l'équipe du Go Decrypt, d'ailleurs. Je sais pas si tu savais. Ah ouais, non, je savais pas. Le blond qui fait les TikTok, ouais. C'est un gars qui était dans l'équipe de prod de Hugo Decrypt et qui a été démarché par l'équipe pour faire ça. Bah, je trouve ça très fort de leur part. Bah, exactement. Je trouve que c'est hyper malin. On voit, tu vois, dans le sport, on voit aussi France TV qui va chercher Unseen Samy, tu vois, par exemple. Donc, la frontière, elle est de plus en plus fine. Et les gens qui veulent taper sur l'un ou sur l'autre sont, selon moi, pas des visionnaires, tu vois. Selon moi, le futur, c'est de mélanger les deux, mélanger des écoles différentes, des styles différents, et d'essayer de créer un équilibre, tu vois, entre la création de contenu et le monde des médias. Mais moi, je vois encore beaucoup de médias. T'arrives dans des équipes éditoriales qui te regardent de haut en bas, genre, mec, t'es pas journaliste. Elle est où ta carte de presse, tu vois? T'as beau leur dire, écoute, j'ai fait 300 interviews, les mecs te prennent pas au sérieux, ils pensent que tu leur voles leur métier, et ils te font des crasses, hein.
Tu vois, Ah j'ai ouais. déjà vu des événements, sur une compète sportive. J'ai déjà vu un mec d'un très grand média, je vais pas dire lequel, débrancher en pleine interview la caméra d'un créateur de contenu. Mais non. Si, je te jure. Donc, Ouais, c'est chaud. ça se fait des sales coups. Hein. Ça se fait des sales coups. Ah ouais, Et, ils ont le seum à ce point de ouais. voir des mecs non diplômés débarquer sur. Et quand tu vois un Squeezie qui arrive chez Thierry Ardisson et qui se fait défoncer, bah, tu m'étonnes que derrière Squeezie il soit un peu en froid avec les médias ou qu'il Ouais. travaille uniquement avec les plateformes qu'il veut, tu vois. Et je comprends quand il a envie de lancer son documentaire, il le fasse beaucoup plus avec Amazon, qui a beaucoup plus une stratégie de plateforme de diffusion et de bosser avec qui veut, tu vois, Ouais. plutôt que de le faire avec un média, tu vois. Je trouve ça logique. Donc, pour moi, le bon avenir, il est entre les deux, tu vois. Ok. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et j'imagine en plus que ça t'aide dans les négociations que tu peux faire avec tes sponsors quand tu débarques avec la stature d'un média au sens plus qu'un simple créateur. T'es peut-être un peu plus quand même prise au sérieux, t'arrives peut-être à négocier des meilleurs budgets, ce genre de choses, que si t'étais juste salut, je suis Barthélémy, je parle de sport. Tu vois ce que je veux dire? Je saurais pas. En fait, vu que je me suis jamais vendu en tant que créateur de contenu, Ok. je pourrais pas trop te dire. Assez rapidement, je me suis mis dans la casquette un peu média. Ouais. Et souvent, plus ce que je veux utiliser, c'est leur dire ah oui, on connaît le podcast. Tu vois, quand les gens me connaissent via le podcast parce que c'est le format historique et que la vidéo est arrivée après. Les autres formats sont un peu plus secondaires. En plus, tu vois, même Ouais. quand on a lancé la vidéo, c'était un relais du podcast et pas le podcast directement. Donc, je leur dis tout de suite, ouais, on est un podcast, mais on développe un média. L'ambition, c'est de devenir un média et d'être un média très incarné, qui prend le meilleur des deux mondes, encore une fois. Du coup, j'utilise le podcast, la casquette podcast, pour mettre le pied dans la porte. Puis après, on essaye de créer des offres, tu vois, et qui sont des offres de médias, quoi. Packagées avec 360, avec de la diffusion sur plein de plateformes différentes. Ok, très clair. Cool. Je crois qu'on a fait le tour à peu près de toutes les questions que j'avais envie de te poser. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler que j'ai pas abordé? Waouh. Je sais pas, tu vois, il y a eu plein de sujets. Moi, j'ai eu une association ratée, j'ai ma petite amie qui est créatrice, tu vois, on aurait pu faire plein de trucs. Je pense peut-être un peu charge mentale du créateur. Intéressant. Tu vois, ça c'est un truc. Se détacher des réseaux. Tiens, je serais curieux de savoir, toi, je te retourne un peu l'interview, mais t'as une routine un peu d'heures à laquelle tu débranches, t'arrêtes de regarder ce que font les autres, tu te déconnectes ou tu vois, t'essayes un peu de couper. T'as ça, toi? Il y a la théorie et la pratique. Ok. La théorie, ce que j'aime bien me dire, c'est que moi, généralement, je poste mes vidéos en fin de journée, genre 18h. Et j'aime bien dire que je poste et après, le soir, je rentre chez moi et je check pas trop, voire bon, je check quand même. J'essaye de faire ça, mais c'est vrai qu'en fait, en bossant là-dedans, j'ai tout le temps le nez dedans, quoi. Et c'est compliqué. J'avais installé un truc, je te montrerai tout à l'heure sur mon tel, qui dès que tu ouvres Insta, ça change l'application et ça te bloque pendant genre 5 secondes avant de pouvoir accéder. Sur Instagram, TikTok, Twitter, j'ai mis 3-4 trucs. Donc je suis quand même dans une logique d'essayer de diminuer un peu mon temps et je suis conscient que on a aussi un peu l'excuse facile de dire ouais, je suis sur Insta ou YouTube, mais c'est pour le taf. Et j'en suis conscient que moi, je triche un peu en disant ouais, c'est pour le taf, mais là en vrai, je pourrais très bien en passer, quoi. Donc ouais, j'essaye de limiter mon temps. Après, au début, j'étais beaucoup plus sensible un peu à la pression des résultats. Je pense peut-être de ça dont tu avais envie de parler. Ouais. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui flop. C'est pas grave, tu vois, je m'en fous. Et j'ai compris que je pense que c'est un jeu de long terme. Et l'enjeu, c'est pas de buzzer là ce week-end. C'est d'être encore là à créer du contenu dans 6 mois, dans 1 an, de construire une activité autour de ça. Donc là-dessus, je suis assez content, j'arrive à prendre du recul. Prendre du recul, ça veut pas dire fermer les yeux complètement, parce qu'il y a quand même des phases où je suis conscient aussi, de moins en moins, mais au début surtout, quand tu as des phases où, je sais pas, t'es passé par là, t'enchaînes les succès, tu vois, putain, une vidéo qui marche bien, une autre qui marche bien, 100 000 vues, 500 000 vues, machin.
t'as un peu ce truc de dopamine où tu te dis, ouah, c'est génial, je vais en faire ma vie, je pourrais faire X et X et gagner des 1000 et des 100, etc. Et à l'inverse, t'as le syndrome où tu dis, putain, vidéo qui marche pas, une autre qui marche pas, un podcast que personne n'écoute, etc. Et là, tu remets tout en question et tu te dis, bah en fait, Ouais. fait chier, c'est une connerie, pourquoi je me suis lancé là-dedans. T'as un peu les Ouais, hauts ouais. et les bas, je pense, du créateur de contenu, / de l'entrepreneur. Pour moi, ça va beaucoup ensemble. Mais donc, ouais, c'est clair que je suis clairement pas étanche à tous ces sujets de charge mentale et de pression que tu peux vivre en tant que créateur. Ouais. Ben, je pense, tu vois, c'est un truc important, enfin moi en tout cas, et auquel je suis en train de réfléchir, c'est aussi décorréler ton business model de ton volume d'écoute ou de ton Ouais. volume de vue. Quand tu es un média, malheureusement, si tes audiences elles dégringolent, c'est difficile, tu vois, d'augmenter tes prix, d'augmenter ta marge. Donc tu es toujours en train de regarder un peu tes audiences et tu les surveilles toujours. Et moi, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles là, je me penche sur la formation, sur l'agence, sur faire d'autres choses ou parce que au moins ça décorrélera mes revenus financiers des campagnes que je fais. Parce que moi, je peux très vite me dire, bah, un peu ça, ouais, tu vois, tiens, tu fais 3-4 épisodes qui marchent pas, et tu te dis, bon, un client déçu, 2 clients déçus, et tu Tu remets remets tout en plus- cause. Ouais. Ouais, tu remets en cause toute ta boîte et même la viabilité du modèle, en fait, tu vois. Ouais. Donc, ça, je pense, tu vois, moi, je sais, franchement, beaucoup de respect pour les mecs qui vivent que de la monétisation YouTube ou que de la monétisation TikTok, tu vois. Ouais. Et je pense que je le vivrais très mal. Parce que tu fais des up and down de ouf, quoi. Ouais, Et ça, c'est dur à gérer, je pense. Hmm. D'où l'intérêt de, effectivement, dupliquer son écosystème, tu vois, et de faire d'autres choses. Et vraiment, les résultats sont que de la vitrine Ouais. et te permettent de C'est pousser du autre bonus. chose. Ouais. C'est Bah, pas c'est ta vitrine, mais c'est pas ta valeur marchande, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, complètement. Bah, c'est clair que j'arrive à m'en détacher parce que c'est pas ça qui me fait vivre directement. Enfin, tu sais, j'ai une activité d'agence ici. Ouais. C'est principalement comme ça que je fais mon beurre, tu vois, et que comment dire, est-ce que je vais payer mon loyer à la fin du mois? Ça dépend pas du nombre de vues que je vais faire sur YouTube ou sur TikTok. Donc, enfin, en tout cas, indirectement, ça peut peut-être dépendre parce que ça amène des clients, etc. Mais c'est pas non plus. Comment dire, la relation de cause à effet est beaucoup moins directe que si je dépendais à 100% de Ouais. la publicité, des sponsors, ou de ce genre de choses. Ouais. Ouais. Ça permet de quand même se libérer un peu de pression par rapport à ça. Mais c'est vrai que tu fais bien d'en parler parce que je pense que c'est un sujet qui touche tous les créateurs. En fait, on a tous été confrontés à ce petit shot de dopamine d'un côté, en mode tiens, j'ai un contenu qui marche bien, etc. Bon, bah là, en fait. Là, ça y est, je fais 200 vues sur TikTok, c'est foutu, Ouais. je suis bon à rien, etc. Donc, Tu rajoutes un vrai un peu sujet. des haters et d'autres créateurs de contenu qui sont un peu jaloux et qui te En tapent plus, dessus, ouais. tu vois. Je pense qu'il faut faut faire attention à sa charge mentale, tu vois. Ouais. Et la relation qu'on a par rapport au réseau, quoi. Dans le sport de haut niveau, on rappelle souvent aux athlètes, vous n'êtes pas les résultats, quoi. Vous n'êtes pas un champion olympique, vous n'êtes pas qu'un statut, tu restes quelqu'un de bien, même si tu gagnes pas, Ouais. quoi. Et je pense, moi, ça m'inspire beaucoup en tant qu'entrepreneur et créateur, tu vois, c'est de dire, je ne suis pas une somme de vues ou je ne suis pas une somme de likes, tu vois. Ou une somme d'euros, tu vois. Je suis bien plus que ça. Tu vois. Très belle. Ça fait- Ça me rappelle Pierre David, les interventions qu'on a eues avec lui. Mais ouais, je vois très bien. Et ça permet, je pense, de déculpabiliser sur le truc. Ouais. Trop bien. Bon sujet à aborder. J'ai une toute dernière question à te poser. Toi qui es un excellent intervieweur, si tu étais dans mes baskets et que tu voulais interviewer un créateur de contenu, qui tu me conseillerais de recevoir sur ce podcast? Waouh, il y en a tellement que j'aime bien. Tu veux un par réseau ou tu veux... Peu importe, tu peux en donner plusieurs, hein, ceux qui te passent par la tête. J'aime bien, en ce moment sur YouTube, tu vois, j'aime bien Hard Disk et Sylvainc aussi, qui font beaucoup d'enquêtes ou ce genre de choses, où tu vois, qui font un peu des formats le format qui marche très bien d'avoir, tu vois, du face cam où tu racontes l'histoire de quelqu'un. Ouais. Les biopics, là. Ouais.
Ça tourne bien. En podcast, qui est-ce que j'aimerais écouter? Qu'est-ce que j'écoute là en ce moment? Guillaume Lalue, ça serait hyper intéressant de savoir comment il bosse, parce que lui, là, du coup, il a monté son studio de création de podcast aussi dans le sport. Il a fait un épisode en plus en live, félicitations à lui, dans un théâtre. Donc, tu vois, assez cool, il est passé au concret. C'est assez cool. À qui je pense? Si t'arrives à avoir Clémentine Gallet aussi, c'est cool, parce elle a lancé vraiment un gros business qui cartonne. Et après, sur LinkedIn, je sais pas, je connais une personne, je connais très bien une personne, tu vois, mais elle est dure à avoir en interview. Il va falloir que tu fasses, que tu montes patte blanche. Je crois que j'ai un contact. Ok, ça marche. Trop cool. Eh ben, merci beaucoup, Bart. Ce sera le mot de la fin. Merci vraiment d'avoir pris du temps. En plus, tu es venu jusqu'à Lille pour faire cette interview. Grâce à toi. Exactement. T'es pas venu pour rien. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous, un peu plus d'1 heure. Et merci aussi aux gens qui sont encore là et qui nous écoutent. J'espère qu'ils ont appris 2-3 choses avec cette interview. J'en suis convaincu. Donc merci à toi. Ben, merci pour l'invitation, très cool ce que tu fais et continue comme ça, force. Trop bien. Merci Bart, à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si maintenant vous voulez récupérer mes notes de ce que j'ai appris pendant la conversation, c'est dans la description. Et si vous voulez qu'on continue de recevoir des personnalités exceptionnelles, envoyez cette vidéo à un ami qui est créateur de contenu, likez, commentez, abonnez-vous. Ça nous donne énormément de force et de crédibilité pour continuer à faire de vous de meilleurs créateurs de contenu.